Merci Geoffroy. Alors, l'exposé que je propose de faire va consister à montrer comment l'action est inspirée par la recherche et vice-versa, avec le cas particulier de la gestion communautaire d'une forêt à haute valeur pour la conservation dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Les deux exposés précédents ont vraiment mis l'accent sur l'importance du nombre et de la qualité des données scientifiques. Et donc, vu comme ça peut paraître évident que toute action de conservation ou de gestion d'un site est toujours sous-tendue par la recherche. Mais je vous assure que ce n'est pas toujours le cas. Dans ma petite expérience, j'ai eu à rencontrer des gestionnaires d'aires protégées ou même des partenaires au développement qui vous regardent de haut quand vous essayez de les convaincre de l'importance de la recherche scientifique. Certains gestionnaires d'aires protégées ne sauraient jamais vous répondre à la question de savoir quels résultats des recherches permettent de guider leurs actions, par exemple, sur le terrain. Et donc, en tout cas, en Afrique de l'Ouest, mettre la recherche au cœur des processus de gestion des massifs forestiers est une innovation. Le projet pour lequel je vais décrire les applications de la recherche peut s'intituler « Responsabilisation des communautés locales pour la conservation des singes en danger d'extinction dans le sud-est de la Côte d'Ivoire ». Donc, il s'agit de conserver les 3 espèces de primates les plus menacées d'extinction en Afrique de l'Ouest, selon les classements réguliers faits par l'UICN. Donc, il s'agit du cercocerf couronné, Cercocebus lineatus, du Cercopithèque Diane Holloway et du colloque baie de Miss Waldron. Donc, c'est des singes qui ont régulièrement figuré parmi la liste des 25 primates les plus menacés d'extinction dans le monde. Le cas particulier du colloque baie de Miss Waldron, c'est qu'il n'a plus jamais été vu dans la nature depuis 1981. Et il n'existe aucune photographie de ces singes. La dernière observation, par contre, qu'on a pu faire de ces singes, c'était juste des cris que nous avons entendus dans la forêt des marais Tanoué, et c'était en 2008. La particularité du projet, c'est aller au-delà de ce qu'on a eu l'habitude de voir, à savoir que les populations soient consultées avant la mise en œuvre des projets de conservation ou lors de la mise en œuvre des projets de conservation, aller au-delà de faire des populations, des communautés locales, juste des accompagnateurs d'initiatives de gestion complètement exogènes. Et donc on veut aller au-delà de tout ça pour que la communauté rurale soit effectivement au devant de toute action de conservation. Le projet est situé dans l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire et porte sur une forêt marécageuse qui s'appelle la FMD ou forêt des marais Tanoué-Eyi. Donc c'est une forêt marécageuse qui couvre 12 000 hectares et se trouve être la seule forêt, on va dire, relativement grande dans cette région. Et elle fait frontière directe dans sa partie sud et sa partie est avec le Ghana à travers le fleuve Tanoué qui constitue une barrière, une frontière naturelle. Les problèmes auxquels la forêt des marais Tanoué-Eyi est confrontée, c'est le braconnage, donc pratiqué par les Ivoiriens et aussi par les Ghanéens. Les abattages illégaux d'arbres à la tronçonneuse, notamment pour les scieries locales, surtout en provenance du Ghana, parce que dans cette partie de la frange sud de la forêt, il n'y a pratiquement pas de villages ivoiriens du côté de la forêt. Et donc, les paysans peuvent facilement traverser le fleuve Tanoué pour venir abattre des arbres en vue de fabriquer des planches. Et le troisième grand problème, c'est l'agriculture, en particulier l'agriculture industrielle. J'aurais pu montrer des images qui montrent que le paysage dans la région est dominé par des plantations industrielles de palmiers à huile, qui sont jusqu'à parfois 0 mètre de la forêt de marais Tanoué-Eyi.
Et donc, le projet de conservation de cette forêt a plusieurs composantes. Une composante recherche scientifique, surtout transdisciplinaire. Une composante organisation des communautés et renforcement de leurs capacités. Une composante surveillance. Une composante communication pour le changement des comportements. Et une composante promotion d'activités génératrices de revenus. Et donc, pour la plupart de ces composantes, cette matrice montre un peu comment la recherche peut orienter les grandes fonctions de conservation. J'en retiens ici 3, la surveillance, la sensibilisation ou éducation à l'environnement et l'appui au développement local. Donc, pour ce qui est de la surveillance, les données importantes peuvent être fournies par les inventaires biologiques. Pas inventaire au sens premier du terme, mais vraiment au sens large, où on va jusqu'à décrire la distribution spatio-temporelle des différentes espèces clés et également la distribution des facteurs de menace. Donc cela peut permettre de bien orienter les patrouilles de surveillance pour une meilleure efficacité et cela aurait comme impact la baisse de la pression. Pour la sensibilisation, les données scientifiques requises, c'est bien sûr les données biologiques. Dans notre cas particulier, il était intéressant de montrer aux communautés ce que renferment leurs forêts et surtout de leur dire que c'est des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs que là. Et donc ça a suscité tout de suite un sentiment de fierté qui va aussi avoir comme impact un changement d'attitude et de pratique. Au niveau des enjeux économiques et services écosystémiques, les données vont permettre aux gens de se rendre compte que chaque jour, tout le monde bénéficie des services fournis par la forêt et que ces services-là constituent le pilier de l'économie locale. Et donc, comme impact, on aura un changement d'attitude et de pratique grâce aux messages qui auront été élaborés et diffusés par les canaux appropriés. Pour la composante appui au développement local, le type de recherche requis, c'est des études sur les modes d'utilisation des terres, des études sur les activités économiques, ces deux points étant liés bien entendu, mais aussi des études sur les logiques des acteurs. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à s'impliquer dans un projet de conservation ou non? Et donc, ces genres d'études vont permettre d'élaborer des plans de développement qui permettent de tenir compte de ce qui est durable et donc vulgariser des alternatives durables et assurer la durabilité du modèle économique de la région. Donc, ce que je viens de présenter peut s'appliquer à tout type de gestion d'aires protégées, y compris la gestion classique des parcs nationaux. Et donc, il faut aussi aller au-delà de cela pour parler de ce qui est spécifique au système de gestion communautaire. Et ce qui constitue la clé de la gestion communautaire, c'est la mobilisation sociale. Et un certain type de recherche peut permettre aussi d'aller à cette mobilisation sociale, notamment en permettant la prise en compte des aspirations individuelles et collectives, la prise en compte des systèmes de valeurs et des gains financiers qui sont des facteurs déterminants de cette mobilisation sociale. Donc pour le premier point, comment prendre en compte les aspirations individuelles et collectives? Il faut juste faire des études sur les logiques des acteurs. Et ces études vont permettre de savoir quel type d'action mener en fonction des aspirations qui auront été exprimées pour aboutir à un sentiment de satisfaction vis-à-vis de l'initiative. Ces actions vont aussi permettre de mieux choisir les cibles pour chaque type d'action, disons, visée, c'est-à-dire qui devrait être impliqué. C'est la même chose pour le choix des acteurs et tout cela permet aux gens de se sentir concernés par la chose et aboutit aussi à une efficacité d'action. Parce qu'il faut confier aux personnes les tâches auxquelles elles aspirent, les tâches pour lesquelles elles se sentent véritablement compétentes. Pour la prise en compte des systèmes de valeurs, les études vont porter sur
l'organisation sociale, c'est-à-dire les mécanismes de prise de décision à l'échelle du village. Donc il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui a droit à la parole dans une assemblée. Et donc si vous voulez écouter les personnes qui sont marginalisées en assemblée, il faut avoir des mécanismes pour aller vers elles, parce que ces personnes aussi peuvent avoir un impact sur la gestion de l'air protégé. Toujours pour prendre en compte les systèmes de valeurs, il est important d'avoir des données de qualité sur les relations, surtout les relations sacrées que la communauté peut avoir avec les animaux ou avec la forêt tout simplement, avec même les cours d'eau. Et donc, l'application de ces richesses serait de toujours choisir les meilleures approches, donc toucher les différentes composantes de la société et ne pas composer qu'avec ceux qui n'ont pas vraiment poids de décision dans le village. Donc, au niveau également du choix des acteurs, on assure ainsi l'efficacité en touchant tous ceux qui sont directement ou indirectement concernés, tout en respectant l'organisation sociale de base. Donc, on a une bonne connaissance des relations que les populations entretiennent avec la nature. On peut tout de suite entrer dans un schéma de respect des traditions qui va susciter un sentiment de fierté et donc favoriser la mobilisation sociale. Donc, ces deux points peuvent être bien beaux, mais peuvent avoir un impact limité si les populations ne sentent pas que la conservation de l'air protégé leur apporte quelque chose. Donc on peut avoir une conscience écologique et puis se dire qu'on n'a pas le choix dans tous les cas, la pauvreté aidant, on est obligé d'exploiter les ressources de la forêt. Et donc il faut qu'on aille vers le développement des modèles économiques durables. Et donc ça passe par une bonne analyse des activités économiques et des services écosystémiques dans la région. Donc cela va permettre de développer des mécanismes de financement durables et assurer ainsi la durabilité des engagements pris par les populations. En combinant les deux matrices, on peut modéliser notre approche comme ci. Donc le système, c'est la forêt des marais Tanoué-Eyi et sa conservation. Et donc les études biologiques vont permettre d'orienter les patrouilles de surveillance, vont également permettre d'élaborer des messages de sensibilisation et cela va aboutir à un développement de la mobilisation sociale, un changement de comportement et donc une réduction des pressions. Donc je ne vais pas commenter tout le schéma. En jaune, vous avez les différents types d'études scientifiques qui peuvent être menées. En bleu, c'est les applications et en gris, les impacts souhaités. Donc là où je vais surtout commenter, c'est le processus itératif dans lequel on s'engage. Et ce processus est traduit notamment par les flèches à double sens, en particulier celles qui sont en rouge. Donc vous étudiez par exemple les logiques des acteurs, ça vous permet de savoir quelle approche adopter, avec qui composer, etc. Et cela est censé aboutir à la mobilisation sociale. Mais s'il y a un problème au niveau de cette mobilisation, alors on revient en arrière pour reprendre cette étude, etc. Et donc c'est la même chose en matière d'itérativité entre l'étude des liens sacrés et le respect des traditions, ainsi de suite. Donc ici, pour faire un peu une petite statistique des recherches que nous avons eu à mener, qui ont permis d'inspirer en tout cas toutes les actions de conservation. En matière d'études biologiques, que ce soit au niveau de la zoologie comme de la botanique, donc nous avons eu un postdoc qui a travaillé là-dessus, et un PhD déjà soutenu, 3 en cours, donc un sera soutenu très prochainement, 3 masters déjà soutenus, et tout cela aboutit à 10 publications. Donc ça c'est les études doctorantes, il y a eu des études aussi non diplômantes bien sûr, par nous-mêmes ou par d'autres collègues. Au niveau des études sociologiques et anthropologiques, on a 2 doctorats déjà soutenus, 2 masters soutenus également, et 5 articles scientifiques publiés. Désolé,
Il y avait 2 versions, donc c'est 5 publications ou 5 articles scientifiques. Au niveau des études économiques, un doctorat, un master et 2 articles scientifiques. Et puis au niveau des études de développement, un master conduit par un étudiant de l'Université de Zurich. Donc ce projet a permis d'avoir des impacts intéressants, notamment le nombre de personnes qualifiées dans la région. Donc qualifiées pour la surveillance, qualifiées pour les actions de sensibilisation, les actions de conservation à proprement parler, mais aussi pour d'autres types d'actions comme la culture. Donc on a importé des techniques culturelles, disons, environmentally friendly, compatibles avec la gestion de l'environnement. Et puis au niveau de l'amélioration des connaissances, on a un impact intéressant aussi à travers les multiples campagnes de sensibilisation, donc des campagnes de proximité ou campagnes de masse, qui ont été évaluées et qui ont permis de voir que la connaissance des populations sur leur forêt, les enjeux de sa conservation s'améliorent au fil du temps. Et un autre impact, c'est la diminution du braconnage qu'on matérialise par la diminution du nombre de coups de feu entendus dans la zone, mais aussi, j'ai perdu une image, j'allais montrer une image de singe, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, une image de singe qui désormais arrive dans les zones périphériques, en particulier dans les agrosystèmes périphériques de la zone, ce qui n'était pas le cas avant qu'on commence ce projet. Et donc, un signe que la faune prospère. Et puis, on a également obtenu une diminution du nombre d'abattages illégaux d'arbres et on a ainsi pu préserver 12 000 hectares de forêt. Parce qu'il faut dire que cette forêt a été, en 2008, l'objet de convoitises d'une firme agro-industrielle qui voulait la raser pour créer une plantation de palmiers à huile. Et donc, nous sommes intervenus quand leurs machines étaient déjà sur le terrain, quand ils avaient déjà commencé un système de drainage, d'assèchement de la forêt. Et nous avons pu, avec la mobilisation sociale dont j'ai parlé plus haut, plus la mobilisation internationale requise, stopper ces projets. Pourquoi ça marche? Parce que la recherche est au cœur de l'action et vice-versa, dans un processus itératif. Parce que les valeurs et connaissances traditionnelles sont prises en compte, parce que nous faisons preuve de patience et de flexibilité vis-à-vis des populations, et parce qu'on essaie de diversifier nos sources de financement, mais aussi parce que la législation ivoirienne favorise un tel processus de responsabilisation des communautés pour la gestion de leur patrimoine. Je vous remercie.